Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Houssines, charrettes, semoirs et autres équipements réceptionnés par le ministre de l'Agriculture. 17 000 unités au total financées à hauteur de 3 milliards de francs CFA. C'est dans le cadre du programme d'équipement en petit matériel agricole initié par le gouvernement depuis 2012. Lancement de la première radio universitaire du Sénégal, UCAD FM, portera désormais la voix de Cheikh Anta Diop dans l'espace qui porte son nom. L'outil vise à promouvoir le dialogue et les enseignements dans cette institution. Programme de réhabilitation et d'extension des sanctuaires des diocèses du Sénégal. L'État débloque 1,5 milliard de francs CFA. Le bureau d'architecture de la présidence de la République a visité le sanctuaire d'Elenkin qui fait partie du projet pour préparer le lancement des travaux. En sport, réforme des textes de la Fédération sénégalaise de basket. Parmi les nouveautés, l'augmentation du nombre de vice-présidents et l'élargissement du comité directeur. Les textes ont été adoptés au cours d'une assemblée générale extraordinaire avec la participation de 99 clubs affiliés. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le ministre de l'Agriculture a réceptionné un important lot d'équipements, 17 000 unités au total, financées à hauteur de 3 milliards de francs CFA. C'est dans le cadre du programme d'équipement agricole initié par le gouvernement depuis 2012 à Pendaboa. Ce matériel de 17 000 unités attelées est destiné aux exploitations agricoles familiales. Il est composé de 15 000 semoirs monorants, 1000 houssines, 600 charrettes équines et 400 charrettes asines. C'est du matériel important parce que, comme vous le savez, tout le monde ne peut pas accéder aux tracteurs. Et la plupart des paysans sénégalais sont dans l'agriculture familiale. Et avec ce petit matériel attelé, tout le monde aura accès. Et ça va renouveler effectivement le potentiel, mais ça permettra effectivement aux producteurs de travailler peu et de gagner plus. Aujourd'hui, le cœur de ce qui va booster et nous permettre d'atteindre un des objectifs du PSE qui est l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire. Nous avons pris des engagements, nous, en tant que producteurs au niveau du CNCR, de travailler à ce que l'agriculture sénégalaise nourrit les Sénégalais et les Sénégalais se nourrissent de l'agriculture sénégalaise. Le ministre est revenu pour sa part sur l'importance de ce matériel pour notre agriculture. Il a également saisi l'occasion pour donner des instructions afin que les 17 000 unités soient remises aux ayants droit dans les meilleurs délais. L'équipement, c'est un des intrants les plus importants pour avoir une bonne agriculture. En tout cas, je veillerai personnellement à suivre le processus pour que le matériel puisse arriver le plus rapidement possible et que les commissions se mettent au travail pour distribuer le matériel. Il n'est pas question qu'on ait du matériel qui dorme dans des hangars pendant que les paysans sont au champ. Dans le cadre du PSE Industrie, je suis très heureux de voir que mon premier acte, qui consiste à distribuer du matériel, nous allons distribuer du matériel made in Sénégal. Donc nous devons travailler à renforcer nos industries. Depuis 2012, le gouvernement du Sénégal a lancé plusieurs programmes de modernisation de l'agriculture sénégalaise, dont le programme d'équipement du monde rural en petit matériel de traction animale. Pour cette présente campagne, l'État a déboursé 3,9 milliards de francs CFA. Ok, c'est bon. Augmenter les superficies irriguées pour booster l'agriculture, c'est l'ambition du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Le coordonnateur du projet est en visite à Kaolack pour partager avec les producteurs les bonnes pratiques. Le projet intervient, je le rappelle, dans 6 pays sahéliens. Claire Diop à Kaolack. L'ambition est affichée, accompagner et encadrer les agriculteurs et autres opérateurs publics et privés impliqués dans le domaine de la gestion agricole. Cela pour booster davantage la production et impulser le développement. Le Paris, projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, est lancé à Dakar le 31 octobre 2013. Il intervient dans 6 pays sahéliens, Burkina Faso, Sénégal, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. Il a été constaté que les superficies irriguées au niveau du Sahel, notamment au Sénégal, sont très faibles et qu'il va falloir véritablement, si on veut atteindre en tout cas nos objectifs en termes de développement de l'agriculture, il faut sensiblement
augmenter donc les superficies irriguées. C'est un projet régional dont l'objectif est véritablement d'augmenter les superficies irriguées dans le Sahel. Voilà, donc je pense que de ce point de vue, tout le monde comprend qu'il aura un impact important dans la région de Kaolack. La maîtrise de l'eau est plus qu'une nécessité pour le développement d'une agriculture durable. Les attentes restent fortes. Beaucoup d'efforts ont été consentis par l'État du Sénégal. Ils ont prévu de mettre en place un comité régional qui va dirigé par le gouverneur, à côté de lui les services techniques pour un peu accompagner et assurer le suivi de la mise en œuvre de ce projet-là, d'un coût de 16 milliards et qui va permettre d'augmenter de manière considérable les rendements. Aujourd'hui, on a dépassé la période où on ne cultivait qu'en saison de pluie. Il y a des ressources disponibles. Maintenant, il faut faire des aménagements, je pense qu'ils ont même prévu de la grande irrigation, de l'irrigation communautaire, etc. Ça, c'est les aspects techniques. Mais en tout cas, on espère qu'avec ce projet, il y aura une augmentation considérable des rendements. Le Paris est financé par la Banque mondiale à hauteur de 16 milliards de francs CFA pour une durée de 6 ans. Les cibles sont essentiellement les exploitations familiales, les organisations paysannes ainsi que les structures partenaires. Pour cette première phase, le bassin arachidier, la vallée du fleuve Sénégal et la Casamance, les 3 zones choisies pour la mise en œuvre. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement était aujourd'hui à Keur Momar-Sarr pour encourager les agents de la SONES, de la SDE et de l'entreprise SAD pour la qualité et la rapidité dans l'exécution des travaux qui ont privé Dakar de l'eau depuis jeudi dernier. Le ministre annonce que le liquide précieux va commencer à revenir progressivement avec la fin des travaux ce matin. Nous y reviendrons dans notre édition de 23h. L'intégration des métiers du pétrole et du gaz dans les programmes de formation professionnelle classique à l'étude. Annonce du ministre de la Formation professionnelle et de l'Artisanat en visite à Saint-Louis. Il a visité les établissements relevant de son département. Dame Diop se dit satisfait de la qualité des équipements sur place. Jaina Badja à Saint-Louis. Le nouveau ministre de la Formation professionnelle s'attelle à la mise en œuvre des orientations déclinées par le chef de l'État. Dame Diop commence sa visite des établissements de formation à Saint-Louis, au lycée André Pétavin et au centre de formation professionnelle. Je me réjouis quand même de voir que ce sont des établissements qui peuvent servir d'exemple pour les établissements de formation professionnelle. Et aujourd'hui, nous sommes en préparation d'un nouveau PIC qui est prêt, quand je dis PIC, c'est le programme indicatif de coopération avec la coopération luxembourgeoise. Il était important pour moi de venir voir de visu personnellement avec mes collaborateurs et la coopération luxembourgeoise, que je salue au passage pour leur appui considérable, et de voir quelles sont les prochaines perspectives. Comme vous savez, le président de la République place la formation professionnelle et l'emploi, et particulièrement l'emploi des jeunes, au cœur de ses préoccupations pendant ce quinquennat. Dans le nouveau programme luxembourgeois estimé à 65 millions d'euros, la formation professionnelle figure en bonne place, un domaine ainsi privilégié dans la coopération. Nous nous positionnons comme chef de file des partenaires techniques et financiers dans le domaine de la formation professionnelle, parce que justement nous voyons de très grandes perspectives dans ce domaine, et je pense que même ici on a vu, comme le ministre l'a dit, si on s'oriente vers les nouvelles filières qui sont porteuses, nous ne formons pas pour le chômage, il faut s'orienter vers les filières où il y a de l'emploi et de l'insertion professionnelle après. L'extension des filières est listée dans les perspectives. Avec la découverte d'hydrocarbures à Saint-Louis, l'élargissement des programmes au métier du pétrole et du gaz devient une priorité. Aujourd'hui, instruction a été donnée au directeur de la formation professionnelle technique, au cadre du ministère de la formation professionnelle, de travailler sur les métiers du pétrole et du gaz en rapport avec les centres de formation. Saint-Louis est un bon exemple. Nous avons ici découvert du pétrole et du gaz au large de Saint-Louis. Il est important que les Sénégalais, les jeunes Saint-Louisiens puissent avoir de la qualification dans ces métiers-là et de pouvoir travailler dans les entreprises de pétrole. Le ministre va également profiter de sa tournée pour rencontrer les étudiants en BTS et promet qu'ils vont percevoir bientôt leur bourse.
Et puis la Sénélec se dote d'un nouveau système d'information à la clientèle ainsi qu'a été présenté hier au public. Il s'agit d'un outil de dernière génération pour rapprocher davantage l'entreprise de ses clients. C'est le ministre du Pétrole et des Énergies qui a présidé la cérémonie. Compte rendu Thierno Diallo. C'est un véritable vent technologique qui souffle à la Sénélec. La Société nationale de production d'électricité s'offre un bijou à la pointe de la technologie. Un nouveau système d'information clientèle. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Les entreprises qui se développent, c'est celles qui acceptent de jouer le jeu de la performance, de la modernité, de la transparence. C'est ce choix que nous avons fait. Ce n'était pas un choix évident. Nous voulons pour notre pays, nous voulons pour les Sénégalais ce qu'il y a de mieux dans le monde. Sur le continent, après le Maroc et l'Afrique du Sud, le Sénégal est le troisième pays à disposer d'un tel logiciel. La Sénélec détient la version la plus évoluée. Aujourd'hui, aucun client de Sénélec ne peut être coupé par effet de surprise. Parce que quand la facture est éditée, il est informé, il reçoit une notification par SMS. Avant l'échéance, il a reçu un SMS. Après l'échéance, 2 jours après, il reçoit un autre SMS. Et un SMS aussi, 7 jours après l'échéance. Nous avons d'autres avantages comme les factures qui sont transmises par email, mais aussi à l'agence en ligne. Le système H2MC fait partie du plan Yessal Sénélec 2020. Il est conçu par des ingénieurs sénégalais pour répondre aux besoins des partenaires de la Sénélec, la clientèle. Il portera désormais la voix de Cheikh Anta Diop dans l'espace universitaire qui porte son nom. Il s'agit de la première radio universitaire du Sénégal, UCAD FM 94.7. Ce projet est devenu une réalité. Aujourd'hui vise la promotion du dialogue et des enseignements de cette institution. Le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé ce matin à son lancement, nous dit Lamine Touré. Au bout des doigts, on finit par faire bouger une réalité longtemps attendue dans cet espace universitaire. La 94.7 UCAD FM, la voix de Cheikh Anta Diop, démarre ainsi avec un invité de taille, le ministre de l'Enseignement supérieur. L'enseignement supérieur et de l'innovation, Cheikh Oumar Anne, bonjour. Bonjour, une nouveauté, une révolution pour ce qui est de l'enseignement supérieur en matière de communication. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar met en œuvre un espace de dialogue et d'enseignement avec une communauté de plus de 77 000 membres. La radio UCAD FM est partie pour contribuer à la formation citoyenne des étudiants. Nous pouvons nous targuer d'être le premier think tank de la sous-région. Nous ne pouvons être que la meilleure radio dans les domaines qui sont les nôtres, la culture, la science, avec les talents de nos jeunes concentrés sur un espace réduit. Cet espace doit participer à la formation des étudiants à la vie et à l'insertion socio-professionnelle. Il doit aussi favoriser un climat social propice à l'expression de la diversité dans la communauté scientifique universitaire. La radio devra favoriser l'expression du sens de la critique constructive. Cette politique de radio universitaire, dans sa conception, reste une plateforme ouverte à la société et échappe à toute mémise administrative. Nous rappelons notre vision, non une radio du rectorat, encore moins une radio du recteur, mais celle de la communauté. Liberté, débat et controverse, mais aussi responsabilité. Naturellement, le CST a été choisi pour abriter la station radio UCAD FM. Elle vient conforter une dynamique pluraliste d'ouverture et d'enracinement aux valeurs démocratiques. Nous avons compris l'importance que vous accordez au CESTI. Nous avons aussi compris la place que vous donnez aux écoles et instituts dans la déclinaison en actes de votre partition à la réalisation de la vision du chef de l'État pour l'atteinte des objectifs de développement durable dans l'enseignement supérieur. De notre côté, nous mettons en œuvre la synergie des énergies positives pour atteindre ces objectifs, nos objectifs. Après la radio, ça sera le tour de la télévision, a promis le recteur. Il a vivement salué l'engagement du personnel du CESTI dans la réalisation de ce projet. Un projet qui suit encore son cours en rapport avec la modernité dans le secteur.
Programme de réhabilitation et d'extension des sanctuaires des diocèses du Sénégal. L'État a débloqué 1,5 milliard de francs CFA. Le sanctuaire d'Elinkine, qui fait partie du projet, a reçu la visite du bureau d'architecture de la présidence de la République pour préparer le démarrage des travaux. Il va être réhabilité à hauteur de 250 millions de francs CFA. Les précisions à Ziguinchor d'Abdoulaziz Ban. Cette réunion entre l'évêque de Ziguinchor et l'équipe du bureau d'architecture du Palais de la République symbolise le démarrage des travaux de réhabilitation et d'extension du sanctuaire Notre-Dame de la Mission d'Elinkine. Son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall, reçoit régulièrement la conférence des évêques du Sénégal et il se fait d'ailleurs une obligation à chacune de ses tournées dans les régions de rencontrer les évêques. Et pendant ces rencontres, il les écoute et il les entend. Et c'est à ce titre que son engagement est traduit par des actes. Et il est toujours traduit par des actes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour faire la visite des lieux, pour pouvoir très rapidement lancer le projet de réhabilitation, comme je le disais, d'extension du sanctuaire marial d'Elinkine. Ce site accueille chaque année de nombreux pèlerins. C'est pourquoi d'importants travaux y sont prévus pour un montant de 250 millions de francs CFA. Il s'agit sur la base d'un programme qui est donné par les diocèses et les évêchés avec des éléments prioritaires, d'accompagner et de superviser des travaux et de les financer à hauteur de 250 millions pour chaque sanctuaire, ce qui nous amène à une enveloppe globale de près de 1,5 milliard francs CFA pour l'ensemble des diocèses, comprenant le diocèse de Dakar, qui est un diocèse d'une plus grande envergure. Les travaux concernent la construction d'une église et puis l'abri où nous sommes, l'abri des pèlerins qui sera réhabilité et construit et agrandi avec une surface abritée plus confortable pour les pèlerins, des blocs sanitaires, la construction d'un château d'eau de 50 mètres cubes avec le réseau d'adduction et un forage et les équipements qui s'y est en tant que pompe immergée avec un groupe électrogène pour pouvoir fonctionner correctement. Ceci constitue la première phase de travaux. Et ici, les travaux démarreront très rapidement car la première tranche de versement du financement a été versée. Nous saluons l'initiative et l'appui du chef de l'État pour nous donner un cadre adéquat pour notre diocèse, à l'instar des autres, pour bien accueillir les pèlerins qui viennent ici chaque année. Et nous saluons la présence de cette équipe avec laquelle nous avons eu des discussions pour nous éclairer et nous garantir leur accompagnement et leur expertise. L'évêché de Ziguinchor va ainsi assurer la maîtrise d'ouvrage du projet de réhabilitation du sanctuaire d'Elinkine en associant des compétences techniques requises sous la supervision du bureau d'architecture de la présidence de la République. Décongestion et aménagement de parking dans les alentours du port autonome de Dakar. Une convention a été signée dans ce sens avec la mairie de Dakar. Le port s'engage à débloquer annuellement 1,5 milliard et la mairie de son côté compte mobiliser plusieurs volontaires et agents de sécurité de proximité pour réussir ce programme. Cet accord paraphé marque le début du désencombrement, du nettoiement et d'embellissement de la ville de Dakar. Par cette signature de partenariat, le port autonome de Dakar s'engage à débourser plus d'1,5 milliard par an pour la décongestion et la fluidité des lieux. Pour le port de Dakar, il s'agit de mettre en place un parking d'attente de 6 hectares, donner la possibilité aux transporteurs de pouvoir mettre les camions quelque part. C'est 130 millions par mois qu'il faut payer sur 6 hectares. Vous voyez, sur l'année, c'est à peu près 1,5 milliard, sans compter tous les agents qui sont aux alentours, qu'il faut payer une centaine d'agents
qu'il faut prendre en charge. C'est de l'emploi, mais c'est aussi des ressources qu'il faut mettre sur plus tous les équipements. Rendre le cadre de vie propre un challenge pour la ville de Dakar. Cette dernière compte mobiliser les volontaires et les ASP pour la réussite de ce programme. Ce que je vois aujourd'hui me rassure, dans la mesure où je vois toutes ces personnes ici présentes, elles me semblent déterminées. Ce sont des patriotes que j'ai en face de moi et je pense que cette fois-ci, cette opération va réussir et que nous allons faire le suivi et arriver à une ville très propre. Pour pérenniser cette bonne action, un comité de suivi a été créé. La ville de Dakar est prête avec ses volontaires à participer, à faire le suivi. Je pense même que nous allons encore, monsieur le directeur, faire appel aux ASP. Je pense que si le président de la République nous appuie dans ce sens, avec toutes les autres autorités militaires, la gendarmerie de l'environnement, nous arriverons à avoir une ville très propre. Nous lançons cet appel à tout le monde pour travailler ensemble, non seulement pour ce désencombrement aujourd'hui, mais surtout pour le suivi. Et nous avons convenu avec Madame le maire de mettre en place un système de suivi qui va faire en sorte qu'on ne sera pas obligé de revenir dans 6 mois pour faire encore des opérations de désencombrement qui coûtent cher. Le port autonome de Dakar et la ville de Dakar sont déterminés à assainir la capitale. Un travail citoyen qui doit impliquer toute la population sénégalaise. Politique de logement pour les Sénégalais de la diaspora. Plusieurs promoteurs immobiliers sont au Canada pour proposer des offres dans le cadre du salon itinérant de l'habitat. La 6e édition du genre est ouverte à Montréal. Envoyé spécial Hamidou Diop. Dans le hall d'exposition de cet hôtel canadien, plusieurs Sénégalais expatriés sont venus répondre à l'appel. Pour cette 16e édition du salon itinérant de l'habitat, tout l'écosystème immobilier sénégalais est présent. Il est aujourd'hui admis que l'accès à un logement décent est la préoccupation essentielle de nos populations. C'est un facteur de réalisation sociale. Cette vérité culturelle et sociologique sous-tend la conviction du président Macky Sall quand il annonce dans son programme la volonté de réaliser 100 000 logements dans les 5 ans à venir au profit des ménages sénégalais, notamment ceux à revenus modestes. Le gouvernement du Sénégal mise pour les 5 prochaines années sur un programme de 100 000 logements destinés aux ménages. Le regroupement des promoteurs privés vont jouer un rôle important dans ce projet. Comment faire financièrement pour se préparer à acquérir un logement? Déjà, c'est un des thèmes. Donc, on développe certains thèmes au niveau de la diaspora pour qu'ils puissent être conscients des problèmes qui se posent à eux pour accéder à un logement. Donc, il y a aussi la création des coopératives. On appelle les Sénégalais de la diaspora à se regrouper pour créer des coopératives. Ce n'est pas seulement une exposition permanente, c'est aussi un appel pour un regroupement des efforts, une coalition des gestions pour que vraiment le logement soit de plus en plus accessible à des groupes identifiés. Fidèle à son credo d'être aux côtés de ses compatriotes pour leur faciliter l'accès au logement, la Banque de l'Habitat du Sénégal s'est toujours donné les moyens d'être partout où ils résident, par d'une part l'ouverture de bureaux et d'espaces dédiés et d'autre part par la participation au salon itinérant de l'habitat. Au-delà du dispositif institutionnel, le salon de l'habitat est un plus, comme a eu à le dire le président Babacar Faye, car il offre une occasion unique de contact et d'échange direct. Les Sénégalais du Canada ont affiché leur détermination pour disposer d'un toit, un toit qui sert souvent de cordon ombilical entre l'expatrié et son terroir d'origine. L'État qui apprécie ainsi la valeur ajoutée de cette 15e région du Sénégal qu'est la diaspora continuera, j'en suis sûr, de les accompagner et de nous accompagner tous. Je voudrais également préciser que la nomination récente par M. le Président de la République d'un secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur est à ce titre un message sans équivoque qui montre encore une fois la place que représente la diaspora dans les priorités du gouvernement. À Montréal, les activités vont durer 3 jours avant que la suite ne se fasse dans un autre pays proche, les États-Unis d'Amérique.
sport CAN U17, l'Angola s'adjuge la 3e place face au Nigeria. Les Palancas Negras se sont imposés sur le score de 2-1. Le résumé avec El Hadj Dramé. Elle n'était pas forcément l'équipe la plus attendue, mais l'Angola a su faire son chemin pour monter sur le podium africain. Vainqueurs des Nigérians qui les avaient battus en phase de poule, les Palancas Negras ont fait beaucoup mieux que se qualifier à la Coupe du Monde en décrochant la médaille de bronze. Dans un match équilibré, ils ouvrent le score sur une perte de balle de la défense nigériane. Capita est à la conclusion de ce centre. Il ouvre le score d'une belle tête décroisée. Les Nigérians ont jusqu'ici toujours su réagir. C'est encore le cas. À peine quelques secondes après l'ouverture du score des Angolais, Oubani égalise, inscrivant au passage son 3e but de la CAN. À un but partout, les compteurs sont remis à 0. Au retour des vestiaires, les Palancas Negras reprennent l'avantage dès l'entame de la seconde période par Zito. Le milieu de terrain marque le 2e but, celui de la victoire. La frappe et le but! Malgré leur supériorité numérique, les Nigérians ne parviennent pas à égaliser. Victoire donc de l'Angola 2-1. Le Nigeria va pouvoir se consoler avec son ticket pour la Coupe du Monde. La finale de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans se joue demain à Dar es Salaam, toujours en Tanzanie. Elle oppose le Cameroun à la Guinée. Les Camerounais ont eu à remporter la compétition une seule fois, c'était en 2003, alors que les Guinéens n'ont jamais été sacrés. Coup d'envoi, 13h GMT à suivre en direct sur la RTS avec le Desk Sport. Nous changeons de discipline. La modification des textes de la Fédération sénégalaise de basket adoptée, entre autres réformes, l'augmentation du nombre de vice-présidents et l'élargissement du comité directeur. Sur les 109 clubs affiliés, 99 ont pris part à l'Assemblée générale extraordinaire. Les temps forts avec Fatoumata Savané. Vote par acclamation. Les nouvelles réformes proposées par l'équipe fédérale de l'instance du basket sénégalais sont passées comme lettres à la poste. Elles ont été adoptées par l'Assemblée générale extraordinaire. Cette réforme a été proposée dans l'intérêt du basket. Nous avons estimé que compte tenu de l'augmentation des clubs par rapport à 2015, il fallait augmenter le nombre de membres du comité directeur pour respecter le pourcentage de représentation. Nous avons également estimé qu'il faut faire en sorte que, je ne dirais pas que toutes les régions, mais que le maximum de régions soient représentées dans le comité directeur. Ça a été adopté par acclamation, c'est important, ça veut dire que la famille du basket s'est retrouvée autour de cette question-là. Des réformes sur l'augmentation des membres du comité directeur qui passe de 33 à 39, l'augmentation des membres du bureau fédéral de 8 à 10, les conditions sur l'élection du secrétaire général de la Fédération sénégalaise de basket ou encore le nombre des vice-présidents. Ce ne sont pas des réformes en profondeur, mais c'est des réformes qu'on trouve utiles pour le développement du basket. Si on augmente les membres du comité directeur, donc je pense que ça va faire en sorte que d'autres personnes, en tout cas d'après l'esprit, d'autres personnes ressources au niveau des régions vont donc participer aux délibérations de la fédération. Je trouve ça normal. Aussi, augmenter 2 vice-présidents, ça ne fera peut-être qu'augmenter en qualité peut-être le travail du bureau de la fédération. Moi, c'est pourquoi j'ai décidé d'adopter en tout cas ces réformes. Ces textes que vous avez aujourd'hui sont la base de la nouvelle gouvernance des fédérations que nous mettons en œuvre depuis bientôt 4 ans en collaboration avec le Comité national olympique. Et je puis dire que ces textes-là ont connu de réelles avancées. À quelques jours de l'Assemblée élective de la Fédération sénégalaise de basket, l'heure est à la mobilisation et à la préparation de nos 3 équipes nationales de basket qui devront toutes compétir au niveau mondial. Au sortir de cette assemblée générale extraordinaire, les présidents de ligue et les délégués de club se sont prononcés sur les nouvelles réformes. Nous les écoutons au micro de Fatoumata Savané. On ne peut que s'en réjouir et espérer aussi que le prochain président qui sera élu à la tête de la fédération continuera les réformes pour faire nos textes et règlements. Revoir un peu le nombre de membres du comité directeur. Faire en sorte effectivement que les régions soient plus représentatives.
Et en premier lieu, c'était ça l'objet de cette réforme. Et forcément donc, nous, régions de Saint-Louis, nous, acteurs du basket au niveau des régions, effectivement, nous sommes favorables à cela. Et nous pensons également qu'il y aura plus de représentativité pour les régions au niveau du comité de la Fédération sénégalaise de basketball. Il y a le secrétaire général que je trouve vraiment, c'est mon avis personnel, je pense que le secrétaire général doit être élu. Il doit venir du mouvement associatif. Même dans un récépissé d'association, on voit qu'il n'y a que 3 personnes qui sont reconnues. C'est le président, le secrétaire général et le trésorier. Donc je trouve très normal que le secrétaire général soit élu. Il y a aussi la question de la cooptation. Je pense que le basket a suffisamment de ressources actuellement. Il y a beaucoup de cadres qui sont dans les clubs. Je pense que la cooptation, en fait, l'esprit, c'est de renforcer en qualité la fédération. Je pense que le mouvement sportif, en tout cas le basket, dispose de suffisamment de ressources humaines de qualité pour pouvoir quand même avoir son indépendance. Venu représenter le président du CNOS, Seydina Oumar Diagne, se réjouit de la bonne tenue de l'Assemblée générale. Il a par ailleurs interpellé les acteurs du basket sur la discipline basket à 3. Nous écoutons à ce propos le secrétaire général du CNOS et le président de la Fédération sénégalaise de basket, toujours au micro de Fatoumata Savané. Président, nous sommes à la veille des Jeux olympiques de 2021. Aujourd'hui, aucun sport n'a encore été validé pour être pratiqué donc ici au niveau du Sénégal. Mais on nous interpelle sur un fait. C'est le basket à 3 qui n'est pas pratiqué chez nous. Il y a problème. Les gens ne peuvent pas comprendre que nous soyons champions d'Afrique, que nous soyons les meilleurs en Afrique. Le Sénégal est le pays le plus titré. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas pratiqué. On nous interpelle au niveau du CIO. Je pense qu'il va falloir, à mon avis, que vous puissiez donner des directives au niveau de la direction technique nationale pour qu'on essaye très rapidement de mettre en place ce programme qui nous permettra de participer en fait à ces Jeux-là. Parce que ce n'est pas le basket à 5 qui est pratiqué, c'est le basket à 3. De plus en plus, les fédérations vont vers des sports fun. Les Jeux olympiques de la jeunesse, c'est différent des grands Jeux olympiques. Beaucoup de sports qui sont pratiqués ne sont pas ce qu'on a l'habitude de voir. Et de plus en plus, les fédérations internationales travaillent avec le CIO sur ça. C'est pourquoi je sais que vous êtes capable de le faire. Mais nous aurions souhaité qu'on puisse nous aider. Qu'on puisse nous aider vraiment, qu'on puisse faire en sorte que le basket à 3 soit pratiqué au Sénégal, qu'on puisse avoir une équipe nationale qui puisse nous représenter donc, lors des Jeux olympiques de 2022. Il ne faut pas dire que le basket à 3 n'existe pas, mais quand même on peut le développer davantage. Il y a de fortes chances que le Sénégal même soit qualifié au détriment de Madagascar, parce que simplement il y a des tournois qui sont organisés. Et nous comptons après maintenant mettre en place une commission de basket 3 contre 3, désigner des responsables et de le développer, parce qu'effectivement sur cette question-là, nous devons vraiment accélérer la cadence. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous de ce 20h. Bonne soirée sur la RTS1.